Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Mariona. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière qui fait suite à celui de la semaine dernière. Nous sommes donc en compagnie de Mariona, une Catalane de Barcelone qui est avec son mari à Taïwan et qui était venue au studio de RTI pour nous partager un petit peu comment ça se passe le fait d'être étrangère et enceinte à Taïwan. Dans l'émission de la semaine dernière, elle avait par exemple expliqué le fait qu'à Taïwan, la grossesse est bien plus médicalisée qu'en Espagne ou qu'en France en l'occurrence, avec beaucoup de visites médicales, d'abord mensuelles puis hebdomadaires à la fin, contre 3 sur l'ensemble de la grossesse si tout va bien en Espagne ou en France. Le problème pour nous, c'est que tout ça, en Espagne, ça aurait été gratuit ou presque gratuit à 100%. Alors qu'à Taïwan, sans compter l'accouchement, je pense qu'on en est à peu près à 2000 € de dépenses pour la grossesse. J'ai entendu des gens aux États-Unis ou d'autres pays qui trouvent qu'avoir des enfants à Taïwan est très peu cher. Et je trouve ça curieux parce que pour nous, c'est l'inverse. C'est beaucoup plus cher ici. À propos de financement, ces dernières années, il y a eu une série de mesures à Taïwan pour augmenter le taux de natalité qui est très bas et pour encourager les jeunes couples à avoir des enfants. Je lui ai donc demandé s'ils se sont renseignés et à quoi est-ce que elle et son mari et leur enfant ont droit en tant qu'étrangers vivant à Taïwan. On s'est beaucoup informé, mais comme on est tous les deux étrangers, on n'a pas de permis de résidence permanente. On n'a droit à aucune de ces aides. On est au courant, mais juste avec un permis de résidence temporaire, on ne peut toucher aucune de ces aides. Ça ne nous sert donc à rien. Par exemple, une des mesures a été d'allonger le temps de congé maternité et paternité. À Taïwan, les mères ont 56 jours qui peuvent être répartis avant et après la naissance, ou tout après. Et pour le père, en supposant que c'est un couple hétérosexuel et marié, il a droit à 7 jours. Ça, c'est payé pour tout le monde, et on y a droit aussi. Ensuite, on peut prendre 2 ans de congé au total entre les deux parents jusqu'à ce que l'enfant ait 3 ans. On peut se répartir ce temps de congé comme on veut, le gouvernement donne certaines aides aussi pendant ce temps. Nous, on a le droit de demander un congé, mais il n'y aura aucune aide économique du gouvernement. La loi nous garantit juste le fait qu'on pourra retrouver notre poste en entreprise ensuite. J'ai donc interrogé Mariona sur comment est-ce qu'elle envisageait l'accouchement et comment est-ce qu'elle s'y préparait avec l'hôpital, donc puisqu'il y a des visites si fréquentes. Et en fait, là aussi, elle s'est retrouvée confrontée à certaines difficultés. Jusqu'à la semaine 32 ou 34, on allait tout le temps au même hôpital pour les visites. Et quand on s'est approché de la fin, on a dit à la médecin qu'on voulait un plan d'accouchement, c'est-à-dire exprimer à l'avance comment on aimerait que se déroule la naissance, si on veut une péridurale ou non, si on veut pouvoir bouger librement avant d'accoucher, ou de la musique, de la lumière allumée ou plus douce, ce genre de choses. Et elle ne nous a presque pas laissé parler. Elle nous a dit qu'ici, ce sont vous qui devez vous adapter à la procédure. L'hôpital ne s'adaptera pas à ce que vous demandez. Mariona, pour qui c'est la première grossesse, donc, explique qu'elle s'est aussi préparée à cet accouchement avec des cours privés où elle a eu d'autres informations qui ne sont pas forcément celles que l'hôpital donne. On a pris des cours avec une femme qui est une éminence. Toutes les étrangères qui ont accouché à Taïwan la connaissent. C'est une Canadienne qui s'appelle Angela Zhang. On a pris des cours pré-accouchement et elle offre aussi des services de doula. On y a pensé et finalement on a décidé de ne pas lui demander d'être présente à la naissance pour économiser cet argent et pour pouvoir l'utiliser une fois que le bébé serait né. Mais je crois que si un couple a ce budget ou qu'il donne la priorité à ce moment, je leur recommanderais d'avoir une doula le jour de l'accouchement. Angela Chang ou les doulas en général ont plutôt un rôle qui est celui d'accompagner la personne enceinte qui va accoucher. Donc une doula n'est pas médecin, elle n'est pas sage-femme, mais elle peut donner des informations, des conseils, elle peut veiller au bien-être de la personne enceinte et à ce que ses droits soient respectés aussi à l'hôpital par exemple. Pour nous, c'était un facteur important que ses souhaits soient respectés, bien sûr dans la mesure où le bébé et moi-même sommes en bonne santé. En cas de problème, nous faisions confiance aux décisions des médecins. Mais si tout va bien, pour nous, c'est important que certaines choses puissent être faites pour que l'accouchement soit un processus plus naturel et le moins traumatique et douloureux possible.
Et donc, lorsque cette docteure nous a dit que l'hôpital ne prenait pas les plans d'accouchement en compte, on a décidé d'aller dans une autre clinique qui était plus à l'écoute de nos souhaits. Donc maintenant, je me sens plus tranquille. Je ne sais pas comment l'accouchement va se passer, parce que je n'ai jamais accouché, et c'est vrai que ça me fait peur, mais je sais qu'au moins, ils respecteront cette partie-là, et avec ça, je suis plus rassurée. Effectivement, dans un hôpital, même si le bien-être des patients est quelque chose qui, idéalement, devrait être la priorité, dans les faits, il y a parfois un manque de moyens, manque de personnel, manque de temps, des tas de raisons qui font que ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Mais au-delà des politiques d'hôpital qui sont probablement dues à des facteurs externes aussi pragmatiques et assez complexes, Mariona a aussi été confrontée plusieurs fois à Taïwan à une attitude de la part des médecins qu'elle ne trouve vraiment pas facile à recevoir en tant que patiente. J'ai eu la sensation qu'en général, à Taïwan, et pas que pendant la grossesse, les médecins ont une posture de supériorité que je n'avais jamais rencontrée en Espagne. C'est-à-dire qu'ils estiment que, du fait d'être médecins, ils savent bien mieux que toi et ils ont toute la capacité de décision. Mais en tant que patiente ou en tant que mère, tu dois avoir la liberté de prendre certaines décisions, de dire si tu veux ou pas quelque chose, si tu acceptes ou non tel ou tel acte médical. Par exemple, c'est ce qui nous est arrivé avec le plan d'accouchement. Bien sûr que tous les deux, nous ne sommes pas médecins et que la gynécologue est médecin. Elle comprend mieux que nous comment se passe un accouchement, c'est évident. Mais je suis la patiente, je suis la mère, je veux que l'on reconnaisse mon droit à prendre des décisions. Avant d'être enceinte, je m'étais aussi retrouvée dans des situations où le médecin m'a dit « Qui est docteur ici, toi ou moi? Qu'est-ce que tu en sais ?» Je trouve que ce sont des situations un peu violentes et je crois que c'est plus fréquent ici. En tout cas, je n'avais jamais été confrontée à ça ailleurs. Elle évoque en particulier un acte médical précis qui est l'épisiotomie, c'est-à-dire le fait d'inciser le périnée au moment de l'accouchement, c'est-à-dire couper l'entrée du vagin en direction de l'anus ou un peu en diagonale sur environ 4 à 6 cm lorsque la tête du bébé se présente. Et c'est un geste qui est fait de manière préventive depuis le XVIIIe siècle, qui reste actuellement assez largement répandu dans le monde, même si l'utilité de cet acte médical est discutée. En ce qui concerne la fréquence de pratique de l'épisiotomie, en France, c'est environ 20% des naissances qui sont faites avec épisiotomie, et à Taïwan, en 2003, une épisiotomie était pratiquée dans 98% des naissances par voie naturelle. Un chiffre qui, en 2023 à Taïwan, est descendu à 70%. Taïwan reste un des pays où l'épisiotomie est le plus pratiquée au monde, alors que l'OMS conseille de pratiquer l'épisiotomie dans pas plus de 10% des cas, et ce depuis 1996. La tendance est donc à la baisse, mais l'épisiotomie reste la norme à Taïwan. Par exemple, pour l'épisiotomie, j'avais dit au médecin que si ce n'était pas absolument indispensable, je ne voulais pas d'épisiotomie, c'est-à-dire que je ne voulais pas qu'il me découpe là en bas pendant l'accouchement, quelque chose qui à Taïwan, si je ne me trompe pas, se fait dans plus de 90% des cas. C'est fait sans se demander si c'est vraiment nécessaire. C'est un choix par défaut parce que c'est beaucoup plus facile pour le médecin et on se retrouve dans une situation où le médecin fait ce qui l'intéresse lui et pas ce qui intéresse la mère. Et je trouve que la mère ou le patient en général devrait avoir le pouvoir de dire au médecin « Si ce n'est pas absolument nécessaire, je ne veux pas que vous fassiez ça sur mon corps ». Ça demande donc pour la personne qui va accoucher d'être non seulement informée à l'avance des pratiques médicales qui seraient probablement utilisées pendant la naissance, mais aussi d'avoir l'aplomb nécessaire pour dire non à l'autorité médicale, ce qui en soi n'est pas évident et qui l'est encore moins quand on est au moment de l'accouchement et dans une position de grande vulnérabilité. J'ai donc demandé à Mariona quel conseil elle donnerait à une personne ou à un couple qui se trouve dans une situation comme la sienne à se préparer à accoucher à l'étranger. Si comme nous, ce sont deux étrangers, je leur dirais d'abord de se marier parce que c'est une partie qu'il vaut mieux avoir assurée rapidement. Ensuite, s'assurer qu'ils peuvent aller à un centre où il y a une bonne communication avec les médecins. Parce que même si les futurs parents parlent le chinois, la communication est très importante. Nous parlons tous les deux un chinois que je dirais qui est acceptable, et même comme ça, on s'est senti vulnérable dans de nombreuses situations. Donc, je leur dirais d'aller soit dans un endroit où les médecins parlent leur langue, que ce soit l'anglais ou une autre langue,
ou s'ils parlent chinois selon leur niveau, qu'ils aient quelqu'un avec eux qui les aide, mais qu'ils soient sûrs de pouvoir communiquer facilement avec le centre médical. Comme la grossesse et l'accouchement sont des moments très compliqués, des moments avec beaucoup d'anxiété, ne pas pouvoir parler sa propre langue rajoute une couche d'anxiété à tout ce processus. Dans tous les cas, elle insiste sur le fait qu'il est vraiment important de se renseigner avant de prendre une décision, que ce soit sur les options, sur les différents centres médicaux qui sont à proximité et sur également les classes prénatales pour se préparer au mieux à l'accouchement. Pour conclure cet épisode, j'ai le plaisir de vous annoncer que le petit Martí est né vendredi dernier et que la mère et l'enfant se portent bien.